Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder le piège de Penning. Donc c'est un exercice ultra classique maintenant en prépa, qui n'était pas aussi classique que ça avant, puisqu'il y a quelques années il est tombé à l'oral de Polytechnique, tout simplement. Il a l'avantage en fait d'être accessible directement en classe de sup, modulo quelques équations d'électromagnétisme qu'on donnera à l'étudiant si on donne cet exercice effectivement à un élève en première année de prépa. Moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est pas résoudre bêtement l'exercice, c'est plutôt montrer la physique qu'il y a derrière, c'est-à-dire partir du problème de base, le problème que résout le piège de Penning, et de montrer voilà, quelles sont les hypothèses qu'on fait, la forme des champs qu'on va devoir introduire pour justement résoudre ce problème. Voilà, c'est toute cette démarche que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Et en fait, le problème de base, ça va être, on a un électron, on veut piéger cet électron dans une enceinte donnée, dans un espace, du moins une zone de l'espace donné. L'idée, piéger un électron, en fait, ça sous-entend confiner un électron. Autrement dit, il va osciller quelque part dans une zone de l'espace. Et quand on pense à un confinement, quand on pense à un confinement d'électrons, on pense à un potentiel harmonique. Pourquoi? Mettons, on va faire l'approche classique dans cette vidéo, je ne vais pas traiter l'approche quantique, je ferai peut-être ça dans une prochaine vidéo, vous me dites si ça vous intéresse. Mais du moins dans l'approche classique, un potentiel harmonique comme ça, ça confère une position d'équilibre stable en fait à l'électron, puisque si je le lâche d'ici, l'électron va se mettre à osciller autour de la position d'équilibre ici, et en fait l'électron va donc être confiné dans une zone de taille caractéristique, voilà, d'une certaine taille caractéristique ici. Donc on comprend bien l'idée du piège de Penning. En fait, dans l'exercice, on introduit un potentiel harmonique et nous, on va essayer de déterminer la forme précise de ce potentiel harmonique. Alors, pour l'instant, ce que je vais écrire, c'est que il va dépendre de toutes les directions de l'espace. On prend le cas le plus général possible. Et je vais le décomposer donc en alpha x carré plus bêta y carré plus gamma z carré. Je vais le supposer harmonique dans toutes les directions de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, avant tout, on peut remarquer, alors ça sera donné à un étudiant en première année de classe prépa, mais en deuxième année, on peut le justifier. En fait, le potentiel V va vérifier cette équation-là, qu'on appelle l'équation de Laplace. Laplacien de V égale à 0. Qu'est-ce que c'est Laplacien? C'est cet opérateur différentiel qui agit donc sur V. Donc c'est la somme des dérivées partielles secondes dans chaque direction de V. Voilà. Alors, si j'injecte cette solution dans l'équation de Laplace, on a tout simplement 2 facteurs de alpha plus bêta plus gamma. Donc tout ça égale à 0. Autrement dit, alpha plus bêta plus gamma, c'est égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est directement dû à l'équation de Laplace. Alors maintenant, on va regarder un peu la géométrie du problème. C'est-à-dire, comment on va créer cette différence de potentiel quadratique? En fait, on va prendre deux électrodes comme ça, donc une ici, une là, et on va placer l'électron au milieu. On va appliquer donc une différence de potentiel entre ces deux électrodes, et on voit bien qu'en fait, on peut supposer que le problème est à symétrie cylindrique. Voilà, j'ai une invariance par rotation d'angle θ du problème, donc ce qui va en fait conduire à supposer que le potentiel ne dépend que de... Alors, V ne dépend... Donc, il ne dépend pas de l'angle par rapport auquel je regarde, il dépend que de Z, l'altitude de l'électron, et de... Alors, ce que note ρ, c'est donc le rayon, enfin la distance radiale à l'axe d'invariance par rotation. Donc, c'est racine de x carré plus y carré. Ça dépend que de ces deux variables-là. Ok. Autrement dit, entre x et y, j'ai pas de direction privilégiée puisque mon problème il est invariant par rotation. Donc si je change x en y, ça n'influe pas le problème puisque ça voudrait dire que j'effectue une rotation de pi sur 2. Donc qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que alpha et bêta doivent nécessairement être égaux. C'est une conséquence de la symétrie du problème. Donc j'ai alpha en fait est égal à bêta. Ça me donne que alpha égale bêta. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? On reporte ça dans cette équation-là. On a en fait que 2 alpha plus gamma est égal à 0. Autrement dit,
quelle est la forme finale de mon potentiel? Donc pour respecter cette condition-là, on va voir que le potentiel il est proportionnel à 2z carré moins x carré plus y carré. Ok, donc là j'ai la forme de mon potentiel. Alors je vais préciser la constante en fait, de proportionnalité, je vais la noter V0 sur 2 fois une distance caractéristique. Où D en fait ça va être à peu près la distance caractéristique qui sépare les deux électrodes, tout simplement. Et V0 ça va être la différence de potentiel entre ces deux électrodes. Alors maintenant qu'on a le potentiel, on va pouvoir regarder quelle est l'énergie potentielle d'un électron placé au centre de ces deux électrodes. Alors l'énergie potentielle, donc qui va être une fonction une fois encore de x, y, z. Alors là, pardon, il manque des parenthèses un peu partout là, je les rajoute ici. Ça va être donc moins E fois le potentiel. Ok? Et ça va être proportionnel. Alors maintenant, je vais l'écrire en termes de ρ et z. Et on va observer que l'énergie potentielle en fonction de ρ et z, ça va être proportionnel à 2z carré moins ρ carré. Alors pourquoi cette écriture-là est intéressante? Alors là, on va se rappeler de nos cours de mécanique, notamment de position d'équilibre et de stabilité. Si on trace l'énergie potentielle en fonction de z, donc on prend ρ constant, on se place à ρ égale ρ0 constant, on va tracer en fonction de z. Donc je place à ρ0. Voilà. Et là, je veux en fonction de z. Et bien, on va avoir tout simplement alors, il faudrait que je fasse attention parce que ça risque de dépasser un peu en bas. On va avoir une parabole comme ça. Voilà. Bon, c'est symétrique, hein, bien sûr. J'essaye de la faire symétrique. On va avoir une parabole. Autrement dit, toutes les positions ici, donc on a une position d'équilibre au centre là, et c'est une position d'équilibre stable puisque ma parabole elle est convexe. Ok. Maintenant, on va tracer en fonction de ρ, donc à z constant. Et là, on se rend bien compte qu'on est comme ça, à cause du signe moins. Ça, c'est en fonction de ρ. Ok? Autrement dit, les positions d'équilibre, ici, sont instables. En fait, si vous tracez cette fonction-là comme une fonction de deux variables, donc vous aurez une surface, et en fait, vous allez vous rendre compte qu'on a une espèce de selle de cheval, comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe où je regarde, j'ai mes positions stables par rapport à z, mais instables par rapport à ρ. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que, peu importe où je place mon électron, il va évoluer jusqu'à trouver une position d'équilibre, mais cette position d'équilibre sera instable. Autrement dit, je ne vais pas parvenir à piéger mon électron avec seulement ce potentiel. Parce qu'en fait, on va avoir une stabilité selon z, donc l'électron il va osciller, mais selon x, y, voilà, ça va être tout à fait instable. Alors comment on peut faire pour remédier à ce problème? Donc voilà, j'ai réécrit le potentiel, et en fait, on a une instabilité selon x et y, donc on va rajouter un champ magnétique selon z, c'est-à-dire que là je suis comme ça, x, y c'est instable, on va rajouter un champ magnétique selon z comme ça. Pourquoi? Puisque, on se rappelle de nos cours, lorsque j'ai un champ magnétique, mon électron va osciller dans le plan XY, comme ça. Autrement dit, si le champ est suffisamment fort, je vais pouvoir contrer les instabilités du potentiel pour créer une rotation dans le plan XY. Autrement dit, il va tourner dans le plan XY et osciller selon Z. Donc je vais pouvoir obtenir un confinement de cette particule et ça va résoudre le problème. Donc voilà, la solution, c'est de rajouter un champ magnétique B égale donc B0 selon l'axe Z. Alors on peut calculer le champ électrique par la relation donc moins gradient du potentiel. Ça c'est une relation générale, hein, valable en électrostatique. Et on va pouvoir écrire le principe fondamental de la dynamique qu'on projette sur chaque axe en prenant en compte donc la force de Lorentz, à la fois la composante magnétique et la composante électrique. Et en fait, les équations du mouvement vont être les suivantes. Je vous laisse là faire les calculs, je ne vais pas
c'est juste un PFD à poser. Alors je vais poser deux pulsations caractéristiques. Une pulsation caractéristique d'oscillation selon Z, donc qui va être moins 2 EV sur M d carré, enfin racine de moins 2 EV, 0 pardon. Alors pourquoi est-ce que je mets un moins ici? Puisqu'en fait V0 va être négatif. Alors pourquoi cette condition? Puisqu'on peut écrire l'équation projetée sur l'axe Z, et on va avoir donc 2EV0 sur d carré Z. Et nous, on veut absolument une solution stable, c'est-à-dire on veut que ce coefficient-là soit négatif pour qu'on obtienne une solution sous forme d'un oscillateur. On retrouverait l'équation d'un oscillateur harmonique, et c'est ce qu'on voudrait. Or, E, c'est la charge en valeur absolue de l'électron, donc ça implique forcément que V0 doit être négatif pour que ce produit, ce facteur-là, soit effectivement négatif. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux poser donc oméga Z, ça va être la pulsation ici de l'oscillation selon Z, et je vais introduire aussi la pulsation cyclotron, donc je rappelle l'expression c'est EB0 sur M. Alors x point point, ça va être oméga Z carré sur 2 x moins oméga C y point. Y point point égale oméga Z carré sur 2 y plus oméga C x point. Z point point égale moins oméga Z carré Z. Voilà. Alors on peut voir tout de suite que l'équation selon Z est effectivement l'équation d'un oscillateur harmonique. Donc on s'attend à une oscillation selon l'axe Z. Et là on va avoir un système d'équations différentielles couplées et vérifiées par X et Y, dont les solutions vont être effectivement des solutions de rotation dans le plan XY. Et c'est ce qu'on va tout de suite déterminer. Alors la méthode usuelle pour résoudre ce genre de système différentiel, ça va être en fait de poser une constante, pardon, une variable complexe. On va poser U, c'est une variable complexe, ça va être X plus IY. Alors je vais poser cette constante-là et je vais faire la ligne 1 plus I fois la ligne 2. Et en fait, ça va me donner une équation différentielle uniquement vérifiée par U. Alors je vais vous la donner, je vous laisse vérifier si vous n'en êtes pas convaincu, mais c'est juste un petit calcul à poser. Donc U point point moins I oméga C fois U point moins oméga Z carré sur 2 fois U est égal à 0. Ou évidemment par linéarité, U point point, enfin pardon, U point c'est X point plus I Y point, et U point point pareil, voilà, la dérivée est linéaire, donc il n'y a pas de souci. Donc ça c'est l'équation différentielle vérifiée uniquement par U. Alors ça on connaît, on sait résoudre, et on va donc en donner les solutions. Alors on peut déjà calculer le déterminant, pardon, le discriminant de l'équation caractéristique. Donc ça va être moins I oméga C carré, moins 4 fois moins oméga Z carré sur 2 fois 1. Autrement dit, on va pouvoir écrire moins oméga C carré, facteur de 1 moins 2 oméga Z carré sur oméga C carré. Alors, quel est le signe de ce discriminant? En fait, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut des solutions oscillantes dans le plan XY. Autrement dit, on veut que les solutions de cette équation différentielle soient pseudo-périodiques, pour qu'on puisse identifier partie imaginaire et partie réelle, et qu'on ait des solutions donc en cosinus et sinus pour x et y, donc qui décrivent bien une oscillation dans le plan XY. Alors, pour que ce discriminant soit strictement négatif, il faut que cette quantité soit strictement positive. Alors, qu'est-ce que ça revient à faire? Ça revient à supposer que oméga C est supérieur à oméga Z. Pardon, modulo un facteur racine de 2. Alors, ça c'est une condition mathématique, algébrique, qui nous permet donc d'obtenir des solutions oscillantes dans le plan XY. Alors, est-ce que c'est physiquement attendu? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la pulsation caractéristique, donc la pulsation cyclotron, qui décrit en gros la propension de l'électron à réagir avec le champ magnétique, elle est plus importante que la pulsation caractéristique d'oscillation selon Z.
Autrement dit, il faut que mon champ magnétique soit suffisamment important pour que je puisse obtenir une oscillation dans le plan XY. C'est vraiment ça que signifie cette relation-là. Donc supposons que cette condition soit remplie, on va obtenir un discriminant strictement négatif et donc des solutions oscillantes. Alors les solutions de l'équation caractéristique, une fois qu'on a ça, elles sont simples à écrire. Je vais les noter R plus et R moins. On va avoir donc I oméga C sur 2. Je vais mettre I oméga C sur 2 en facteur. Hein. On va avoir donc 1 plus ou moins 1 moins 2 oméga Z carré sur oméga C carré à la racine, et voilà, entre parenthèses. Donc voilà, ça c'est les solutions de l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Et on va pouvoir donc finir la résolution. On va avoir, je vais effacer à gauche, maintenant qu'on a les équations du mouvement. Donc les solutions vont être données par U en fonction du temps. C'est une constante fois exponentielle de R plus ou moins T plus exponentielle de R plus T, R moins T. Voilà, c'est une somme. Les exponentielles R plus T et R moins T forment une base des solutions de l'espace, de l'espace des solutions de cette équation différentielle. Et maintenant, on va pouvoir écrire ceci sous cette forme-là pour obtenir vraiment la forme des solutions oscillantes. I oméga plus T plus B exponentielle de I oméga moins T avec oméga plus ou moins, c'est égal à R plus ou moins sur I. Voilà. I oméga, si vous voulez, c'est égal à R. Plus ou moins. Et ça, du coup, c'est égal à oméga C sur 2. Je divise juste en fait par I ici. 1 plus ou moins 1 moins 2 oméga Z carré sur oméga C carré à la racine. Voilà. Ok, super. Maintenant, on a deux nouvelles pulsations en fait caractéristiques. Alors là, c'est tout à fait faux ce que je viens d'écrire. Ça, c'est oméga. Alors ça, c'est R plus ou moins divisé par I. Voilà. Et oméga plus ou moins, ça va vraiment. Je vais simplifier les notations pour qu'on y voit plus clair. Voilà, c'est vraiment ces nouvelles pulsations caractéristiques qu'on vient d'introduire. Alors, on va essayer d'en donner une signification physique après. Qu'est-ce qui signifie? Alors, on a beaucoup de pulsations caractéristiques maintenant. On a oméga plus ou moins, oméga C, oméga Z. Donc, on va regarder un peu des ordres de grandeur. Donc, on va faire quelques applications numériques. Et pour ça, je vais utiliser les applications numériques effectuées par M. Cohen dans son cours dispensé au Collège de France il y a un moment, je n'ai plus la date exacte. Je vais vous mettre le lien de toute façon du document dans la description. Et en fait, les valeurs utilisées, ça a été donc de prendre un potentiel de 9,2 volts en valeur absolue, un champ magnétique de 1 Tesla, une distance caractéristique de 6,2 mm. Et du coup, avec la valeur de E, la charge, et de M, la masse de l'électron, on aboutit à différentes valeurs de pulsation qu'on va pouvoir classer en fonction de la plus grande à la plus petite. Donc oméga C, la pulsation cyclotron, va être de l'ordre de 10 puissance 11 radians par seconde. Oméga Z, ça va être de l'ordre de 10 puissance 8 radians par seconde. Donc on a déjà un facteur 10 puissance 3 entre les deux. Et donc on observe en fait que le ratio entre 2 oméga Z carré et oméga C carré va être nettement inférieur devant 1, ce qui va nous permettre en fait d'effectuer un développement limité ici, étant donné que cette quantité est très très petite devant 1. Donc on va voir que oméga plus, ça va être donc à peu près égal à oméga C sur 2, 1 plus ça que je simplifie en 1 plus 1 moins oméga Z, pardon, carré sur oméga C carré. Ça, c'est le développement limité de la racine. Donc, une nouvelle fois, cette quantité est très très petite devant 1. Donc, je vais pouvoir approximer. Ça, en fait, je peux le négliger. Donc là, je vais avoir 2. Divisé par 2, il va me rester oméga C. Donc, oméga plus, en fait, va être à peu près égal, dans les conditions réelles, à la pulsation cyclotron. A l'inverse, maintenant, je vais faire oméga moins. Donc, oméga C sur 2, 1 moins oméga Z carré sur oméga C carré. Et là, on voit qu'on ne peut pas négliger ce terme-là tout de suite, en fait, parce que là, on va avoir 0 sinon. Donc, ce développement limité nous permet d'écrire qu'on va
avoir oméga z carré sur 2 oméga c. Voilà, et oméga moins, donc ça a cette tête-là. Et une application, en fait, ça va être très très petit devant oméga z, hein, en utilisant les valeurs qui sont données juste là. Alors, quelles sont au final nos échelles de pulsation? On va voir que oméga c, la pulsation cyclotron, va être très très grande devant oméga z, qui va être elle-même très très grande devant oméga moins. Voilà nos trois échelles de pulsation dans caractéristiques du mouvement de l'électron au sein du piège. Alors maintenant qu'on a effectué nos développements limités et qu'on a ces échelles en tête, on va pouvoir donner une forme explicite des solutions, des équations horaires en fait, de l'électron dans le piège. Alors en remplaçant oméga plus et oméga moins par ces expressions-là, et en prenant la partie réelle et la partie imaginaire, je vous laisse faire les calculs si vous n'êtes pas convaincu, c'est un peu long et pas très parlant. On va plutôt écrire les solutions et regarder ce qu'elles veulent nous dire. Alors x de t, ça va être x0, la position initiale de l'électron, facteur de moins oméga moins sur oméga plus, cos de oméga plus t, plus cos de oméga moins t. Y de t, ça va être x0 moins oméga moins sur oméga plus, sinus oméga plus t, plus sinus oméga moins t. Z de t, ça va être z0, donc la position initiale suivant l'axe z, fois cos de oméga zt. Voilà. Ça, c'est nos équations horaires où j'ai supposé que les vitesses initiales étaient nulles. Voilà, donc j'ai rappelé les résultats principaux qu'on avait trouvés juste avant ici. Là, j'ai mes équations horaires. Et maintenant, on va analyser un peu les différents termes, comment ils agissent sur le mouvement de l'électron au sein du piège. Alors, pour y voir plus clair, étant donné que oméga plus est à peu près égal à la pulsation cyclotron, je vais remplacer partout les oméga plus par des oméga c pour qu'on puisse analyser le mouvement. Et en fait, on voit qu'on a essentiellement deux types d'oscillations. Une oscillation à une très grande pulsation, et à l'inverse, on a une oscillation ici à une très petite pulsation, c'est-à-dire une très longue, une très grande, une très longue période. En fait, ces deux types d'oscillations vont contribuer au mouvement de l'électron. On va avoir deux contributions en fait dans le mouvement de l'électron, et on va un peu les analyser. Alors, ce qu'on peut déjà commencer par faire, on va regarder cette équation-là. On va faire x de t moins, alors je vais faire x de t moins ce terme-là, donc x0 cos, cos oméga moins t au carré, plus y de t moins x0 sin oméga moins t, donc c'est pareil, hein, y de t moins ce terme-là au carré. Alors si je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Il va me rester x0 fois moins oméga moins sur oméga c cos oméga ct, plus x0 moins oméga moins sur oméga c sin oméga ct au carré. En fait, on va avoir les cos carré plus sin carré, ça va faire 1. Il va me rester x0 carré, oméga moins carré sur oméga c carré. Ça, c'est x0 carré fois, alors on va essayer d'adimensionner les trucs là, oméga moins sur oméga c au carré. C'est super. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'équation d'un cercle. C'est l'équation cartésienne d'un cercle. Donc ça, c'est cercle de centre. Alors, qu'est-ce que c'est le centre? Le centre, ça va être donc ce point-là, le point d'abscisse x0 cos oméga moins t. Y, c'est x0 sinus oméga moins t. Et z, ça vaut 0. Donc c'est ça le centre, et de rayon x0 oméga moins sur oméga c. Voilà. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que le rayon de ce cercle-là est très très petit devant 1, puisqu'on n'a que oméga moins est très petit devant oméga c. Ok, et donc la particule va osciller autour de ce point-là, sur un cercle de rayon x0 oméga moins sur oméga c, et ce point-là va se balader dans le plan XY à une pulsation donc oméga moins très très petite,
devant les autres pulsations caractéristiques, c'est-à-dire sur une période très longue. Alors qu'est-ce que ça va faire? Mettons qu'on n'ait pas d'oscillation selon Z, pour faire un dessin joli. C'est-à-dire on est dans le plan XY. On va avoir ce point-là, là. Donc x0, je suis quelque part par là, là. x0. Pardon, je vais être plutôt là, là, si je veux bien faire un triade direct. x0, hop, je peux mettre x0 ici aussi. Z, voilà. Et en fait, on va avoir ce point-là, là. C'est vraiment l'équation paramétrique d'un cercle de rayon x0. On va faire quelque chose comme ça, dans le plan XY. Trop bien. Donc ça, c'est les coordonnées du centre du cercle. Or, la particule, elle se balade sur un cercle qui entoure en permanence ce cercle-là. Qu'est-ce que ça va faire? On va avoir quelque chose comme ça. La particule va faire ça. Voilà. Ou le rayon de... Si je zoome ici, là, on a un cercle comme ça, dont le rayon, c'est x0 oméga moins sur oméga c. Donc on a deux pulsations caractéristiques qui décrivent, donc d'une part, la pulsation ici est décrite par la pulsation oméga moins, la pulsation dans le plan ici, là, enfin la pulsation de l'oscillation dans le petit cercle, là, c'est oméga c. Alors maintenant, si on veut faire un dessin complètement exhaustif, une fois qu'on a fait ça, là, on va avoir une oscillation en plus dans le plan, pardon, selon l'axe Z, qui va être d'une pulsation intermédiaire entre oméga c et oméga moins. Autrement dit, si je regarde au final la trajectoire de la particule, on a x, y, z. Je vais essayer de bien dessiner. On va voir quelque chose comme ça. Donc la particule, elle part de x0 ici. D'ailleurs, autant pour moi, elle part de x0, z0, donc là, x0, z0. Et elle va osciller, donc selon z, en plus de ce mouvement-là. Donc on va voir quelque chose comme ça. Là, ça redescend là-bas, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Bon, c'est vraiment assez moche, mais dites-vous que vous couplez ce dessin-là avec une oscillation selon z, et l'oscillation selon z, la pulsation caractéristique, c'est oméga c. Voilà, alors je vais vous mettre le dessin tracé avec un ordinateur en description pour que vous puissiez voir de vos propres yeux. Et en fait, ça conclut l'exercice du piège de Penning. On a compris comment confiner un électron dans une zone de l'espace déterminée. Et en fait, on a trois pulsations caractéristiques qui interviennent, qui décrivent respectivement l'oscillation selon z, oméga z là, l'oscillation, la grande oscillation dans le plan XY, décrite par oméga moins, et la pulsation cyclotron qui décrit donc la petite oscillation autour du point qui se balade sur un cercle de rayon x0. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il est très physique. Voilà, on fait vraiment de la physique, modulo quelques expressions mathématiques, etc. qu'il faut manipuler. En fait, bon, il y a certes des calculs, mais derrière, il y a vraiment une analyse profonde de ce que veulent dire les différents termes des équations. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup. Donc j'espère que vous avez apprécié autant que moi. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo